l'héritage en ligne directe des empereurs de Byzance, maintenu par l'Église et les anciens négus féodaux, paraissait naturel au roi des rois. Il y voyait le symbole de son règne, commencé aux confins de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge, et parvenu quelque part entre Louis XIV et Bernadotte. La duchesse de Gloucester, ayant fait remarquer au cours d'un dîner de gala que c'était la période qui avait vu éclore la Révolution française, Haïlé Sélassié avait répliqué qu'il était à lui tout seul cette grande insurrection en marche. Mais en vérité, la modernisation marquait le pas. L'Éthiopie, princesse endormie depuis 2000 ans, avait le plus grand mal à s'éveiller. L'empereur redoutait le choc brutal qui pourrait entraîner l'affolement puis le coma définitif. Ainsi, les sages et mélodieux plaisirs de la cour lui permettaient de retrouver cette pose des valses lentes qu'il confondait avec la stabilité de l'Empire, tandis que le calme enchaînement de ses fastes de bon ton rassurait sa conscience d'être au-dessus du désordre des hommes et des dérapages de l'histoire. Cette élévation et cette patience étaient intimement liées à sa fierté d'être africain, avec laquelle il ne transigea jamais. Et bien que certains d'entre eux eussent tisonné leur violence au feu du marxisme, les chefs d'État de l'Afrique nouvelle ne pouvaient manquer d'être impressionnés par ce frère qui détenait les clés de leur mémoire. Et tous reconnaissaient en lui le fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, dont Addis Abeba devint le siège dans un palais dont il avait approuvé le dessin futuriste. Évidemment, les lions des enceintes impériales compliquaient un peu l'expression de ce respect pour des leaders qui avaient certes les pieds et le boubou sur la terre africaine, mais la tête à Moscou ou à Prague. L'empereur tenait à ses félins. Il jugeait aussi ses interlocuteurs sur leur aptitude à les croiser sans s'émouvoir. Ainsi, Nkrumah s'était élégamment tiré de ce genre de chatterie. Avec Jomo Kenyatta, on avait annulé l'épreuve, car il était un lion lui-même. Au contact de ses frères révolutionnaires, il éprouvait aussi parfois la lassitude d'un si long règne, le désir de se retirer dans un monastère pour qu'avec d'autres enfin l'ébranlement survienne. Mais comment discerner depuis une Rolls où se cachent les successeurs? Nasser, séduit par son aptitude à se concilier ses ennemis naturels, lui avait tout de même dit « Méfiez-vous de l'armée ». Puis s'il avait éclaté de rire, « J'en sais quelque chose, demandez à Farouk ». Mais Haïlé Sélassié n'avait pas été impressionné. Il avait de toute façon la méfiance universelle. Et cette armée qu'il écrasait de sa victoire contre l'Italie se comportait comme un jouet docile entre ses mains. Son orgueil lui interdisait d'admettre qu'elle pût être fatiguée de ses soldes misérables et de ses contacts interminables et indécis avec les bandes de plus en plus nombreuses des francs-tireurs somaliens et des nationalistes d'Érythrée. Lors d'un voyage au Brésil, il dut se rendre à l'évidence. Un coup d'État fomenté par des officiers supérieurs qui avaient toute sa confiance venait de livrer les centres du pouvoir d'Addis Abeba à des mutins réclamant sa déchéance. Et Asfaw Hossein lui-même, dans un message sibyllin, avait paru avaliser le putsch. Revenu à tire d'aile dans un avion dont un moteur était en flammes, il lui fallut plusieurs jours pour ressaisir les rênes d'une situation confuse, ensanglantée par la mort de nombreux otages fusillés par les rebelles. Depuis son palais saccagé et sous les yeux subitement sans indulgence de la presse internationale, il dévida l'écheveau de la conspiration, dont les fils anciens et compliqués conduisaient à tous les rouages de l'Empire. Il fit arrêter les coupables, épargner certains et pendre d'autres, avec des innocents, car selon l'usage de Ménélique, pour être efficace, la peur se doit d'être indistincte.
Il avait perdu depuis longtemps son fils cadet. Le soulèvement éloignait l'aîné, il n'avait plus d'héritier. Sur ces entrefaites, Ménène mourut. Le chagrin de cette perte et le regret de la clémence l'empêchaient cependant d'être durablement cruel. Il voulut comprendre et reçut les réclamations des étudiants avec une patience paternelle. Puis il interrogea l'Église, qu'il venait de détacher d'Alexandrie et qui avait hésité pendant les heures les plus graves du coup d'État avec ingratitude, avant de protester bruyamment de sa fidélité à l'instant de la reprise en main. La puissance de la Sainte Trinité lui parut bien compromise. On respectait le père fondateur, un peu moins son fils d'après la guerre, et on avait appris à se cacher du Saint-Esprit. Kennedy, consulté, lui parla de royaume féodal en refusant ses armes. Comme toujours, la reine Élisabeth vint alors dissiper cette langueur de pessimisme où glissaient ses certitudes. En effet, la sérénité de Windsor s'était trempée à l'acier des multiples révolutions d'État du Commonwealth dont elle était le chef expérimenté. Mais au juste, quand fonctionnerait cette constitution qu'il avait eu la clairvoyance de faire rédiger? Bientôt, pensez-vous que cela puisse suffire? Évidemment, l'Éthiopie était encore un autre monde, et la reine ne pouvait l'assurer de la réponse. Haïlé Sélassié avait en fait très bien saisi la situation. L'arriération de l'Empire était devenue insupportable aux forces vives depuis qu'il les avait mises en contact avec l'extérieur, et leur révolte était la même que celle qu'il avait inspirée tout au long de son règne. On ne parla plus que de grands travaux, d'universités, de promesses sur l'avenir. Mais c'était dangereux si l'on voulait demeurer dans le cadre d'une civilisation héritée du monde antique et habituée à ne respirer que l'éther des hauts plateaux. En somme, il fallait faire monter les fils de Salomon avec les